Mais quelle mouche a piqué Catherine Laborde? Pourquoi la souriante Madame Météo révèle-t-elle que tous les hommes qu'elle a aimés ont été infidèles? Alors, Catherine Laborde, qu'est-ce qui vous a pris et qu'est-ce qui vous prend tout à coup de nous parler de l'infidélité de votre compagnon? Il se trouve que dans ma vie amoureuse, je n'ai jamais rencontré que des hommes infidèles. Alors tout de suite, je vous propose d'écouter votre compagnon Thomas, qui parle très bien de tout ça. Il est toujours surprenant. Oui, mais vous êtes surprenants tous les deux, hein, je dois te dire. Donc, moi, je ne suis pas en situation de témoigner d'une faute qui aurait été commise. Ah si, parce que je suis infidèle. Ah oui, j'oublie tout le temps ça, excusez-moi. Mais... À vrai dire, c'est la première fois que j'entends mon compagnon s'exprimer sur le sujet. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'il pensait de son infidélité. Je veux dire, c'est une idée qui est venue de votre équipe. Je suis très étonnée. Ce qui est bizarre, c'est que je m'y retrouve. C'est que l'infidélité de l'homme que j'aime fait que je ne le quitte pas et qu'au contraire, l'amour entre nous est encore plus fort. Moi, je ne partage pas du tout cette histoire de douce joie d'être trompé, puisque comme je vous l'ai dit, les quelques fois où ça m'est arrivé dans la vie, j'ai vraiment pris dans la gueule et je l'ai très très mal vécu et j'ai très mal réagi, je peux vous dire. Il reste un mystère insondable. Pourquoi cette histoire perdure et pourquoi elle fonctionne, dont je ne peux que me réjouir, sincèrement. Vous dites une phrase qui est assez terrible dans l'abnégation. Comment pourrait-il quitter celle qui ne lui interdit rien et veut bien tout partager, même la joie de ses conquêtes? Mireille, il y a des choses qu'on écrit, il y a des choses qu'on dit. Je ne suis pas du tout d'accord avec la femme qui a écrit cette phrase. Il se trouve que cette femme, c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Je la compte. Salut à tous, dans quelques jours, il ouvrira les portes du nouveau loft de TF1, un retour aux fondamentaux de la télé-réalité pour Benjamin Castaldi, qui en fut le pionnier. Il vient aujourd'hui dans Plus Clair nous livrer les secrets de ce programme. Après le salon de l'agriculture, le salon de l'automobile, le salon de la télé, porte de Versailles. Animateurs, journalistes, patrons de chaînes seront nombreux du 14 au 17 juin à ce premier rendez-vous imaginé par Emmanuel Chin. Pourquoi mettre la télé dans son salon? Réponse dans quelques minutes. Également dans Plus Clair, la République des enfants, c'est une nouvelle tendance. Ils deviennent les challengers des adultes dans un certain nombre d'émissions. Roland Garros, une épreuve sans filet pour tous ceux qui ne jouent pas les matchs. Big Brother version SM, ça se passe en Belgique. Et vous allez voir les images, c'est très trash. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussart et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, Laurent Ruquier arrête, on a tout essayé. Il a expliqué à sa direction qu'il n'en pouvait plus de ce concept. Si vous pouviez trouver quelque chose d'autre, ce serait tellement bien. On a tout essayé disparaîtra en fin de mois, mais Laurent Ruquier reviendra en septembre sur cette même case avec une nouvelle émission pour laquelle il ne gardera pas a priori tous ses chroniqueurs. Pour les recaler, France 2 va donc peut-être faire une opération vide-grenier. Ils vont appeler Loulou la brocante. Je peux vous en donner, je sais pas, 300 € si vous voulez. Mais... D'ailleurs, Stevie, un peu inquiet, aurait déjà essayé de s'incruster dans la brocante de Loulou. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es planqué dans le tube? Numéro 4, Denis Balbir, officiellement nommé nouveau Monsieur Foot de France 2, et ce, après plusieurs jours d'un suspense savamment entretenu. On m'avait demandé de me taire un petit peu, donc je me suis su. Denis Balbir délaisse Canal+, où il officiait jusqu'ici pour prendre les rênes du nouveau magazine de foot que lancera France 2 le dimanche 29 juillet, France de Foot. À ça, quand France 2 trouve un nom d'émission... Il y a toujours du spectacle. Émission diffusée à midi, horaire qu'il devrait conserver à la rentrée. Autant dire qu'il va être bien accueilli par Pascal Sevran. Vous, allez vous changer votre coiffure. Puisqu'il lui pique sa case. Ça, c'est sûr, Pascal va se venger. Il va peut-être même lui infliger une de ses vannes qui tue. Avant que nous dansions un fox et un bougie-bougie, soufflez sur la bougie-bougie. Pascal, un humoriste incompris. Par sa script, en tout cas. Elle me dit, mais vous avez dit bougie-bougie. Vous savez qu'on ne dit pas bougie-bougie. Ah non, elle est tout à fait gentille. C'est une script très attentive au moindre mot. Oui. Ça, j'aurais jamais cru. Je savais pas du tout qu'on disait pas bougie-bougie. Numéro 3, Popstar de retour sur M6, c'est maintenant officiel. Premier casting dès la fin du mois dans de nombreuses villes. D'après Télé 7 jours, Mia Fry et Ophélie Winter pourraient faire partie du jury. Objectif cette fois, former un groupe R&B proche de Beyoncé et de Justin Timberlake. Eh bien heureusement qu'Ophélie a été touchée par la grâce divine. Car il va falloir y croire très fort, sachant que jusqu'ici Popstar n'a sorti que des groupes renvoyant à une autre de ses chansons.
Numéro 2, nouvelle émission du matin pendant l'été sur M6, Drôle de Morning avec Zooméo et Jérôme Anthony. Ça va être un grand moment, croyez-moi. Une nouvelle matinale à l'antenne dès le 18 juin. Pierre Mathieu part lui en vacances, il faudra donc attendre septembre pour le revoir, c'est triste. Un scandale. Au menu de ce Morning d'été, des jeux téléphoniques et plus d'humour. Ça veut peut-être dire qu'ils vont prendre Sophie Davant comme chroniqueuse. Qui gagne un appareil fauteuil, Il y en a une par jour, je suis désolée. Numéro 1, Mystère, la saga d'été TF1 démarrera le mercredi 20 juin sur ce magnifique trucage. C'est rudement bien fichu, on est passé à 2 doigts de ça. Principal mystère de la saga du même nom, l'origine de ces formes bizarres qui apparaissent dans les champs. Qui peut faire une chose pareille? Ce sont sans doute les traces de la soucoupe volante d'une extraterrestre qui va faire son retour dans cette série. Il gueugue de salut les musclés. C'est incroyable. Alors, ne vous étonnez pas si elle a quelques réminiscences. Hein. On peut savoir ce que vous complotez? Bonjour, Framboisier. Ce mystère est donc élucidé, mais eux vont s'entêter à tenter de trouver d'autres explications pendant 12 épisodes, avec notamment Lio qui fournira sans doute une analyse très personnelle. Un dessin dans un champ. Les épis étaient courbés. Vous savez ce que c'est? C'est le dessert, l'abominable homme des neiges. La télévision se donne rendez-vous du 14 au 17 juin, porte Versailles, pour un salon imaginé par Emmanuel Chin. Les animateurs, journalistes et patrons de chaîne vont-ils être exposés au public? Aura-t-on le droit de les toucher? Emmanuel Chin, bonjour. Bonjour Florence. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair pour nous parler de cette première, c'est-à-dire de ce salon de la télévision. Alors, quelle est l'idée directrice? L'idée, elle est très simple. C'est d'offrir pour la première fois un accès pour le public au monde de la télévision, pour rencontrer les stars de la télé, leur poser des questions, pour pouvoir présenter les titres du JT comme s'ils y étaient, pour c'est pour jouer à la télé en fait. Aussi pour jouer à la télé, pour découvrir les coulisses de la télé en voyant comment se fabriquent des émissions, pour passer des castings, pour peut-être un jour rentrer à la télévision. C'est un événement qui permet au public d'avoir accès à ce monde qui est un monde qui crée aussi beaucoup de métiers, qui se diversifie et ces émissions qu'il voit, mais dont il ne voit pas toujours l'envers du décor. Et par exemple, je vous prends un exemple très concret, vous pouvez, pour voir comment on fait, comment ça marche, présenter les titres du JT, ça dure 1 minute, les titres, vous repartez, vous avez un numéro, vous allez sur le site lesalondelatélé.com et vous voyez en train de présenter les titres du JT, vous pouvez envoyer ça à tous vos amis. Et alors la grande réalité aussi de cet événement, c'est que toutes les stars de la télé, toutes les vedettes de la télé, tous les grands responsables de la télévision viennent et sont contents. Oui, absolument. Et c'est intéressant aussi de voir toutes ces coulisses de la télévision. On parle un peu business maintenant? C'est un business aussi? Le salon de la télé, c'est un investissement important. Alors, expliquez-nous, c'est-à-dire que 12 € le ticket d'entrée, c'est un peu cher, non, 12 €? Écoutez, c'est on va moitié répéter moins quand même cher. que c'est ouvert au grand public. C'est ouvert à tous les publics, au grand public. Tarif étudiant 9 €, pour les enfants 6 €. C'est à peine plus cher qu'une place de cinéma. Et je vais vous dire, on en a pour son argent quand on va voir tout ce qu'on va voir. Nous, notre crainte presque, c'est que les gens, et tant mieux si c'est le cas, restent tout le temps tellement il y a de trucs, parce qu'il va falloir aussi que... Vous attendez à beaucoup d'affluence? Écoutez, on verra, c'est une première, je crois que c'est un événement très populaire, dans le bon sens du terme. À combien d'entrées vous rentabilisez votre investissement? Je vais être franc avec vous, la première année, nous allons, entre guillemets, très vraisemblablement, perdre de l'argent parce que nous investissons, parce que je veux que l'événement soit superbe et il va être spectaculaire. Donc la première année, vous êtes dans une logique où vous investissez. Vous demandez aux chaînes de payer aussi leur ticket d'entrée? Non, les chaînes de télévision, elles amènent leurs stars, leurs vedettes, elles participent de cette façon-là. Il y a des grands sponsors, des parrains qui soutiennent l'événement. Mais donc ça vous rapporte quelque chose aussi à vous? Écoutez, en tout cas pour l'instant, ça nous coûte parce qu'on investit. On verra ensuite. Je vais être très franc avec vous. Moi, je l'ai fait d'abord parce que j'avais une vision de cet événement, que j'étais porté par ce projet. Si ce projet, et je crois que ça sera le cas, aura lieu chaque année, parce que je peux d'ores et déjà l'annoncer, on a tellement investi cette année qu'il y en aura un autre l'année prochaine. Ensuite, il faut que ce soit un événement qui soit effectivement économiquement, qui permette aussi de se développer, de s'agrandir, etc. Donnez-nous des chiffres, c'est-à-dire combien d'entrées vous permettront de rentabiliser une partie éventuellement de vos investissements? L'investissement est de combien au départ pour ce salon? Aujourd'hui, c'est un événement qui coûte autour de 2,5 millions d'euros à fabriquer. C'est un investissement où il y a une part avec des partenariats qui font que le vrai coût pour nous d'investisseurs est de l'ordre, je dirais, de 2 millions d'euros. Entre 1,8 million et 2 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est ce que ça nous coûte. Il y a déjà une partie avec des sponsors, des parrains qui nous permettent d'avoir déjà une partie des recettes. Et ensuite, on est à découvert sur à peu près
1 200 000, 1 300 000 euros. Donc, vous me posez une question, il faut au minimum 100 000 personnes pour équilibrer. Ouais. Moi, je considère qu'à partir de 50 à 60 000 personnes, c'est un immense succès. On aura investi sur la différence, mais on aura créé un événement populaire de qualité. Et c'est ça qui compte. Et on va parler de vos autres activités, la production notamment, avec des nouveautés. Vous avez produit l'émission de Béatrice Schoenberg qui a été diffusée sur France 2. Et vous allez produire les prochaines qu'elle présentera à la rentrée. Vous êtes mieux informé que moi. Je ne peux pas commenter pour l'instant cette production. Effectivement, nous avons produit une émission qui a eu un grand succès avec Béatrice Schoenberg. Béatrice, aujourd'hui, souhaite faire un grand magazine de société. Et je crois qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'elle a très envie que nous travaillions ensemble sur cette émission. Donc nous y réfléchissons et il y a effectivement une probabilité importante que ce soit le cas. Et ce sera une émission de société dont je ne peux rien dire pour l'instant. Autre nouveauté pour la rentrée, ce sera une série en 12 épisodes, Fais pas ci, fais pas ça, qui remplacera On a tout essayé sans le patron sur France 2. C'est une comédie familiale qui sera diffusée le samedi à 19h. C'est une fiction, c'est une série. Le pitch, comme on dit, Desperate Parents. Moi, j'adore Desperate Housewives. Là, c'est Desperate Parents. Vous avez deux familles, les Boulel et le Pic. Il y a la famille cool, il y a la famille moins cool avec les enfants et les ados. Premier épisode, la rentrée des classes. Et puis, tout au long de la saison, chaque semaine, on va suivre... comment chacun, en fait, décide de l'éducation qu'il souhaite donner à ses enfants. Voilà, il y a ce rapport beaucoup entre les parents et les enfants, mais dans un univers de comédie, avec des dialogues extrêmement drôles, extrêmement fins. C'est une idée originale. C'est une idée originale de Thierry Bizot et de Anne Jafferi, grande scénariste qui a fait l'adaptation pour France 2 de leur saga d'hiver, Petit meurtre entre amis. Et surtout, c'est drôle. Voilà, c'est drôle. Moi, Autre production, Le Poker sur Canal+, grand succès depuis des années avec Patrick Bruel et Denis Balbir. Seulement Denis Balbir est partant pour France 2. Alors est-ce que vous avez un joker dans votre manche pour le remplacer? Écoutez, pour l'instant, on va y réfléchir. Pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé de remplaçant. En tout cas, je ne vais pas dire maintenant qui le remplacera puisque c'est une chose qui va s'étudier dans les semaines qui viennent. Un mot encore, 7 à 8, vous avez vécu une saison avec une concurrence assez forte. Très forte concurrence d'M6. Oui, M6, que vous connaissez bien. Ouais. Y aura-t-il des modifications l'an prochain, si toutefois l'émission perdure? L'émission perdure, bien évidemment. Je peux d'ores et déjà vous dire que 7 à 8 sera là à la rentrée. Et vous en gardez la production parce que TF1, bien sûr. TF1 7 à 8, si vous voulez. Cette production en interne. Non, 7 à 8 est une production qui est faite par Éléphant depuis la création. C'est une coproduction avec TF1 dans un esprit excellent et c'est un succès aujourd'hui, 7 à 8. C'est le news magazine leader. C'est vrai que cette année a été une année de concurrence forte. On a bien résisté à cette concurrence et c'est un magazine qui sera évidemment à la rentrée avec beaucoup d'événements pour 7 à 8, comme ça a été le cas d'ailleurs aussi cette année. Les observateurs, avec leur œil pernicieux, ont constaté que pendant cette saison, avec cette forte concurrence de déco de M6, vous aviez nourri davantage le contenu de l'émission avec du people. Il y en a toujours eu, et moi je le revendique aussi. C'est ça la ligne éditoriale de 7 à 8. C'est un news magazine dans la diversité. On peut aussi bien parler de Michel Polnareff, de Laure Manodou, que d'un grand reportage sur les femmes en prison qui a marqué 7 à 8 il y a un mois, et des faits divers aussi. C'est très important. Tout ce qui fait l'actualité est dans 7 à 8. Il s'est murmuré l'an dernier, au moment où on annonçait le départ possible de Laurence Ferrari et Thomas Hugues, que vous auriez aimé reprendre la présentation de 7 à 8 de ce magazine. Je n'ai jamais... Ça, d'ailleurs, si j'avais voulu le faire, j'aurais pu le faire. C'est-à-dire que TF1 était partant, en fait. Écoutez, on n'en a même pas parlé parce que c'est une envie qui doit venir de soi. Bon, je pense que ça aurait été tout à fait possible, mais c'était pas mon choix. Ce qui est sûr, c'est que si je retourne à l'antenne demain, et j'y retournerai peut-être, ça sera une émission que je porterai de A à Z et qui sortira de là. De là, c'est-à-dire de mes tripes. Voilà. Merci Emmanuel Chin de votre visite. Le salon de la télé, je le rappelle, c'est du 14 au 17 juin. Et maintenant, nous allons aborder et parler d'une nouvelle tendance. Les enfants débarquent dans les programmes pour grands. Tout ça n'est pas si innocent. La télé en culotte courte, c'est un sujet de Damien Cabrespine. Aux États-Unis, la saison télévisuelle n'est pas encore terminée, mais déjà on prépare la rentrée des classes. Les chaînes viennent de présenter leur programme phare de l'année prochaine et chez CBS, on mise sur la jeunesse. 40 kids, one town,
no adults. Welcome to Kid Nation. Kid Nation, où notre société revue et corrigée par les enfants, de quoi passionner les bambins et attendrir les parents. What I'm really missing is my brother, because he is in a wheelchair. C'est une manière de fédérer la famille, de rassembler la famille devant la télévision, ce qui se perd dans tous les pays et ce qui se perd encore plus aux États-Unis, ce qui est presque perdu. En France, c'est M6 qui a repéré le filon. En 2004 déjà, la chaîne surprenait avec un carton d'audience totalement inattendu. Et pour la rentrée, elle a prévu de mettre sur son antenne l'adaptation du carton de la chaîne américaine Fox. Son titre, Êtes-vous plus malin qu'un élève de CM2 ? It's the easiest, This is a tough one. funniest, and most embarrassing game show ever. I am not smarter than a fifth grader. Ça, le prétexte est un programme éducatif puisqu'on repasse le programme d'une année scolaire. Donc en plus, ce n'est pas regarder la télévision, c'est s'informer, s'éduquer et devenir plus intelligent au final. Si un succès doit être plus malin dans les autres pays que les États-Unis, on aura forcément des imitations et on essaiera d'utiliser l'ingrédient enfant par rapport à des adultes dans d'autres émissions. Des culottes courtes qui débarquent dans des programmes dits pour adultes, toutes les régies pubs de chaînes en rêvaient. Le fait d'utiliser les enfants dans des émissions qui auront une programmation, j'imagine, en access prime time, voire même en prime time, c'est bel et bien pour rassembler toute la famille. L'annonceur publicitaire cherche un public transgénérationnel et la fameuse ménagère reste le cœur de cible. Les enfants sont prescripteurs dans l'achat de beaucoup de produits, que ce soit notamment dans le domaine de l'alimentation, mais qu'au final, ce sont les mères qui achètent. Donc avoir des programmes d'écoute, ce qu'on appelle nous transgénérationnels, permet de faire d'une pierre deux coups et au global d'élargir le portefeuille d'annonceurs qui peuvent être présents dans les écrans publicitaires de ce type de programme. À l'étranger, les formats se multiplient. Ainsi, en Grande-Bretagne, des ados se glissent quelques jours dans la peau de parents. Et en Allemagne, la télé aide les enfants souffrant d'obésité à maigrir. En France, une rumeur persistante annonce le retour de J'ai une question à vous poser sur TF1, une nouvelle version où people, chanteurs et comédiens répondront au panel de 100 Français, parmi eux des enfants bien sûr. Julien Dugas, bonjour. Bonjour Florence. On se retrouve pour de nouvelles indiscrétions et on débute avec Eve Angeli, plus forte que Paris Hilton. Oui, après Ozzy Osbourne, Jessica Simpson et Paris Hilton, Eve Angeli se laissait filmer dans sa vraie vie et tous les jours avec son compagnon et manager Michel Rostin. C'était diffusé depuis février sur M6 Musique. La vraie vie d'Eve Angeli sera rediffusée dès ce soir sur Paris Première à 19h45. Mais il n'y a pas que ça. La vraie info, c'est qu'un deuxième volume de la vraie vie d'Eve Angeli est actuellement en tournage. De quoi rassurer ceux qui voulaient revoir Eve en short, ramassant les détritus de ses amis canins à quatre pattes. Un échec pour Laurence. Oui, depuis quelques semaines, Laurence Jomand présentait le midi sur M6 une émission de témoignages. Alors souvent comparée à C'est mon choix, cette émission, Sacrée Laurence, n'a malheureusement pas trouvé son public et devrait s'arrêter très prochainement. Gilles Demestre tourne en ce moment pour M6. En mars 2006, le réalisateur Gilles Demestre livrait une série documentaire de 20 x 52 minutes pour M6, l'hôpital des enfants. Visiblement satisfaite, la chaîne a refait une commande au réalisateur. Cette fois, Gilles Demestre s'intéressera à la chirurgie esthétique. Le nom de ce programme actuellement en production, Beauté sur ordonnance. Et puis, Combien ça coûte s'intéresse aux folies des Français. Oui, les folies des Français. Cet été, TF1 diffusera un Combien ça coûte spécial consacré aux 10 folies des Français. Des thèmes essentiels seront donc abordés. La folie du poker, la folie de la power plate et la folie des voyages dans l'espace. Bref, ça nous promet donc un bon moment de détente estivale. Eh bien, merci Julien Dugast. Et tout de suite, le bloc-notes d'Éric Tussard. C'était mercredi dans Sacré Laurence sur M6. Aujourd'hui, Laurence sera face au roi des radins. Frédéric ne dépense pas un sou. Il va même jusqu'à ne pas tirer sa chasse d'eau pour économiser de l'eau. Mais Frédéric ne s'arrête pas là. Il a pris notre papier WC. Un personnage complètement hallucinant. Mais enfin, c'est pas vrai. Bah non, c'était pas vrai. Son témoignage était complètement bidon. Il nous l'a confirmé au téléphone. Quoi? Eh ouais, Laurence a eu beau dire. Quand je savais que vous alliez venir, je suis allée regarder sur Internet. Elle n'est manifestement pas allée sur le bon site, le sien, où il nous parle de sa passion pour les impostures télévisuelles. Il avait déjà fait le coup à C'est mon choix en 2004 et donc cette fois, c'est Sacré Laurence qui l'a piégé. Vous m'hallucinez. C'est vrai que 20 minutes de faux témoignages, c'est gênant. Ça, c'est sûr. Un faux radin chez Laurence, en revanche, une femme très généreuse chez Jean-Luc Reichmann, 4 fois plus polie que la moyenne.
Résilia. Oui, bonjour Jean-Luc, j'ai oublié de vous dire. Oui, elle a oublié de lui dire. Bonjour Jean-Luc. Résilia. Oui, bonjour Jean-Luc. Résilia. Oui, et bonjour Jean-Luc. Fini le personnage de Joseph Lubski pour Patrick Sébastien. Après un mois de double jeu, il a décidé d'arrêter. Son ex-Stolar imaginaire commençait à l'effrayer. C'est un barge. Samedi dernier, Patrick est donc pleinement redevenu Sébastien. Putain, ta robe. Fin de saison en beauté côté audience pour le Grand Cabaret. Cette dernière de l'année est arrivée première de la soirée. 5 millions de téléspectateurs ont vibré pour la dernière fois avant la rentrée sur ce générique de légende. D'ailleurs, si jamais Patrick veut en changer l'année prochaine, on a une musique tout aussi fashion à lui proposer. Patrick Sébastien qui peut d'ores et déjà compter pour la prochaine saison sur un superbe numéro que les équipes techniques de France 3 ont réalisé jeudi dans Tout le Sport, celui de la voiture convulsive. Une séquence à peine stressante qui n'était jamais que la cerise sur le gâteau de prouesse technique que fut cette émission. Le commentaire de Roselyne Pagès et Julien Hérichon. Que l'on a très bien entendu. Petit problème de son très vite résolu. On n'a rien entendu que pendant 1 minute 45. Ils sont hyper réactifs à France 3. C'est notre lot quotidien, c'est assez terrible. Lundi de la Pentecôte, jour férié pour les uns, mais pas pour Juju, qui dans sa spéciale Grandes Écoles était évidemment au taquet. Et bien au-delà même. Quel rebelle ce Juju. Il faisait du tapage nocturne juste pour provoquer les forces de l'ordre. La police, ouais la police. C'est vrai qu'en plus ils auraient pu le verbaliser pour arnaque à la consommation, car lundi pendant toute l'émission il nous a vendu comme d'hab le même ton. Michel Field, Palais Royal, Mazarine Pinjot. Première question. Guillaume Durand. Public Enemy. 68 ans, identique, mais énergique, car Julien n'a rien perdu de son enthousiasme. Il est aussi frais qu'un débutant. 19 ans après, il ne connaît toujours pas les règles du jeu. Quel acteur poursuit ses ennemis au volant de sa voiture surnommée Interceptor? Bah non, passe. Mad Max. Oui, mais passe quand même. Mad Max. J'ai bien compris, les secondes défilent. Ah oui. 4 700 000 téléspectateurs pour cette spéciale Grandes Écoles et spécial effets spéciaux qui déchirent. Ah ouais, ça y est. Et pour le prochain Prime Premier, les truquistes vous feront des effets encore plus impressionnants. Bouquet final pour le Festival de Cannes dimanche dernier sur Canal. Dernière montée des marches, cérémonie de clôture, puis interview de star. Et même un hommage à un grand réalisateur avec une apparition Hitchcockienne. On va donc tout de suite rendre l'antenne. Merci infiniment. Allez-y, monsieur, de nous avoir suivis. Laurent Veil qui nous aura rappelé à 27 reprises lors de cette soirée que dans le monde du cinéma, on attend vraiment beaucoup. En direct sur Canal+, dans quelques instants. On va recevoir dans un instant, on aura dans un instant, dans quelques minutes, dans quelques instants, dans un instant, dans une dizaine de minutes, dans quelques secondes, dans un instant, dans quelques secondes, dans quelques minutes, dans un instant, dans quelques minutes, dans un instant, dans quelques minutes, dans un instant et dans un instant, donc dans un quart d'heure maintenant. En fait, Laurent veille en permanence sur son chrono. Non mais c'est vrai. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une grande tradition. C'est vrai qu'on parle beaucoup. C'est vrai que c'est un immense artiste. C'est vrai que cette année, c'est vrai qu'il y a eu c'est vrai que ça se passe. C'est vrai que Persepolis, c'est vrai que puisque c'est vrai que 24, c'est vrai. C'est vrai que ça commence à faire. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup. J'enchaîne. Le cinéma à l'honneur aussi lundi soir sur M6 avec le film L'amant. Élégamment et pertinemment diffusé d'ailleurs, juste après le documentaire. 7 ans de mariage. S'il y a bien quelque chose de suspect dans Suspect, la saga d'été d'M6, c'est le montage. Ça veut dire quoi? C'est quand même un peu bizarre de voir 4 changements de ce genre sur une même séquence. Lanière dessous, lanière dessus. Un petit jeu qui a continué comme ça. Racheter des meubles. Lanière dessous, lanière dessus. Suspect qui s'est pris une bonne claque mercredi. 2 millions de téléspectateurs de moins que la semaine dernière. Plus que 3 millions de fidèles. Une sacrée chute. Suspect, série produite par Marathon, à qui l'on doit également... Qui recevait samedi dernier un invité d'honneur. Thierry Baumann, Monsieur Euromillion. Je sais que ça peut changer. Tu sais très bien qu'Alain ne changera pas. La deuxième chance, ça existe. Ça aurait été nettement mieux qu'il joue son propre rôle. Je sais que ça peut changer. Ah, il faudrait un bel événement, par exemple une belle suite de 5 numéros et de 2 étoiles. La deuxième chance, ça existe.
grâce à Joker Plus. Je peux essayer. Les coulisses de Roland-Garros, l'émission qui fait scandale en Hollande, les secrets de Benjamin Castaldi, c'est juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. Et maintenant, direction Roland-Garros pour vivre l'événement hors des sentiers battus. Et vous allez voir que pour beaucoup, c'est une épreuve sans filet. Julien Dugast. Il pleut, c'est génial. Ça commence à s'habituer, hein. Ah ouais. Non mais là, cette année, c'est une horreur. Dimanche, on n'a pas proposé de match, on n'a pas pu, il pleuvait tout le long. À Roland-Garros cette année, la météo ne facilite pas le travail des équipes de France Télévisions. Voilà, donc bienvenue en Sibérie. Messieurs, Laurent. C'est ici, au 4e étage de la terrasse de France Télé, qui donne sur le cours central, que Laurent Luyat assure le direct en continu. Pour l'instant, son problème n'est pas la pluie. Alors ça, c'est l'autre énorme problème, c'est le vent. Parce que comme j'ai plein de feuilles, je suis obligé de mettre des pierres, des trucs... Ouais, parce que sinon, ça s'envole. 30 secondes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Roland-Garros en ce mercredi, jour des enfants. Je sais qu'ils vont être très nombreux devant France 3 et France 2 pour voir du tennis, pour voir toutes les vedettes, toutes les stars qui nous attendent. À l'autre bout des caméras qui filment Laurent se cache un dispositif titanesque. 200 pays qui reprennent les images, 700 personnes employées par France Télé et 8 cars régie. Dans ces cars se cache évidemment le réalisateur et son équipe, mais surtout l'homme qui vous permet notamment d'entendre le mélodieux cri des joueuses au moment de la frappe. Et en fait, systématiquement, c'est un peu fou, mais pendant tout le match, on est là entre l'ouverture de la parabole du fond et de la parabole de l'autre côté. Sachant que quand elle sert là, si je laisse ce micro-là ouvert, on va entendre toc-toc. Et donc, systématiquement, et là, il faut vite le fermer avant que ça cogne dans les bâches. Mais à Roland-Garros, il y a plus de gens qu'on ne croit qui ne voient aucun match. Philippe Lafont, par exemple. Si elle gagne ce point-là, c'est bon, c'est parti. En même temps, on va pas le plaindre, il est le seul à avoir le droit de rentrer dans les vestiaires avec sa caméra. Et c'est le seul tournoi du monde où ces images sont possibles. Le seul truc là, c'est qu'il faut aller super vite. Parce qu'il y a Gasquet qui va pas bien. Et donc il faudra être là quand il rentre. Et comme mon fils joue après, il faut être là aussi avant que mon fils ait joué. Et d'ici là, faut que tu fasses quoi ? Il faut que j'aille monter ce que je viens de tourner. C'est tout ça. Son sujet d'1 minute environ sera normalement diffusé dès qu'il sera monté. Entre deux matchs. Il faut aller à 2000 parce qu'il faut que j'aille faire Gasquet mon fils derrière. Je prends partir là. Il est chaud déjà. Moi je descends, j'essaye. 4 minutes chrono en montage puisqu'il faut repartir si Philippe ne veut louper ni Gasquet ni mon fils. T'es obligé de presser le montage et d'y aller là. On a la feu là. Mais la vraie star de Roland-Garros, c'est évidemment comment dire. Et oui, Nelson Montfort. T'es pas une fille, mais je te fais la bise quand même. Quand on fait ce métier, je veux dire, ce métier, c'est aimer les gens et aller vers les gens. Je veux dire, et là, c'est plutôt chaleureux, quoi. J'ai pas de garde du corps. Je veux dire, voilà, j'ai pas de garde du corps, j'ai un garde du cœur. Voilà, elle va vieux, voilà, moi aussi. Il court, Nelson, et son garde du cœur, car il a rendez-vous avec Amélie Mauresmo pour une interview de fin de match. Un match qu'il n'a pas vraiment vu. Ce sont des commentateurs de François Brabant et Lionel Chameau. Et donc j'arrive à... Oui, là, pendant que je traverse, vous continuez. Oui, là en ce moment, oui. Donc je sais à peu près ce qui se passe. Là, vous arrivez tout le temps. Tu fais ça dehors ou dedans? Ça va dépendre du résultat. Je peux lui parler, je pense. Oui. Voilà, elle l'a fait. Elle est rentrée dans ce tournoi. Et les 10 000 personnes du Tour Suzanne Langlaine qui sont...
Bonjour Amélie. Lionel et Guy, qui sont respectivement président et trésorier de votre fan club, je pense qu'ils vont pouvoir intervenir. Et puis peut-être également aux côtés de Laurent, une visite surprise. Oui. Lionel et Guy, je pense que vous nous recevez. Alors il y a une autre Française qui est qualifiée, elle, pour le troisième tour. Merci, à bientôt. Pour l'instant, les audiences du tournoi sur France 2 sont sensiblement les mêmes que l'an passé, 22% de part de marché contre 24% en 2006. Quant aux audiences de la semaine à venir, même le patron ne maîtrise pas tout. Il est sûr qu'il y a deux étalonnages pour cette compétition, avec ou sans Français en deuxième semaine. Après la finale, c'est un événement à part. Mais jusqu'à la finale, la présence de Français apporte de l'audience sans aucun doute. Et si le Soleil pouvait être qualifié en deuxième semaine, ça serait de la balle. En 2001, il présentait le Loft sur M6. Dans 3 semaines, il présentera Secret Story, le nouveau Loft de TF1. Des secrets sur le programme, il va nous en révéler aujourd'hui. Benjamin Castaldi, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Pas mal. Vous allez présenter le nouveau Loft de TF1. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis très content. Je suis ravi de retrouver les gens avec qui j'ai bossé pour la première saison, il y a 6 ans maintenant. Ça, ce sont les mêmes? C'est exactement la même équipe. D'accord. On prend les mêmes et on recommence. La même équipe dans des molles. Oui, donc je suis plutôt content. La maison est plutôt réussie, donc tout va bien. Il y a combien de temps qu'on vous a proposé de présenter Secret Story? On va dire que ça fait quelques mois que c'est dans les tubes. Mais bon, c'était une décision difficile à prendre? Pour le faire? Ouais. Non, je vous avais dit sur ce plateau que j'étais absolument pas hostile. On a d'ailleurs séquence souvenir. On regarde tout de suite. Je pense que j'ai eu la chance d'être le premier à en faire et d'avoir connu un immense succès et triomphe, et qu'aujourd'hui, ça m'intéresse moins, mais si on me le propose, je réfléchirai. Et donc j'ai réfléchi. Voilà. Et vous êtes dit, c'est bien. Donc j'ai réfléchi. Voilà, il m'a fallu du temps, mais j'ai réfléchi. Ça fait rien quelqu'un sur le plateau. Non, bien sûr, mais il y a pas j'avais pas de raison, franchement, de dire non, quoi. La première, le 23 juin, vous confirmez? Si vous avez la date, c'est que vous l'avez vu avant moi. Non, vous connaissez bien la date. Je ne connais pas la date, je ne sais rien. Bon, alors normalement, ce serait le 23 juin. Le principe, c'est de revenir aux fondamentaux de Big Brother. Oui. Quels sont les fondamentaux de Big Brother? Le principe de base de Big Brother, c'est un huis clos entre des personnages qui vont apprendre à se connaître. On sait aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup fait, et c'est partout pareil dans le monde, c'est que quand on met ensemble des gens pendant X semaines, dans un endroit clos, tout va beaucoup plus vite. Les amitiés, les inimitiés, les amours, etc. Donc ça, c'est le principe de base. Donc ça veut dire qu'on va très peu ou pas intervenir, qu'il faudra les laisser s'ennuyer, parce que c'est de l'ennui que naîtront des histoires. Situation de crispation. Pas forcément, il y en aura, mais pas forcément. Ça peut très bien se passer, ça peut être dans un amour général ou pas, on verra bien. J'imagine l'amour général, ce sera bien. Amour général, ils vont aimer à non, mais amour général, j'entendais un amour platonique, bien sûr. Très bien, bien sûr. Alors, tout ça, ça va se passer à la Plaine Saint-Denis, dans les locaux qui sont en cours de construction. Et il y aura, paraît-il, un détecteur de mensonges. C'est un mensonge? Et vous en savez beaucoup plus que moi sur le programme. Moi j'ai regardé, je me suis renseigné. Non, je sais pas. Non, je crois pas. Si. Non, si. Non, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà une idée du casting à cette heure? Une idée très précise. Alors vous savez quand même des choses. Oui. En fait, je sais tout, mais je ne dirai rien. D'accord. C'est pas cool. C'est le principe. C'est bien cool. Donc le casting, on va retrouver des gens plutôt jeunes, a priori. Ça, 18-30. Que des anonymes? Que des anonymes. Il y aura aussi des secrets parmi ces personnes qui vont participer au Loft. Tout le monde a un secret. Tout le monde a un secret dès l'origine. Mais ça, on va expliquer aux téléspectateurs, en fait. C'est que chacun est détenteur d'un secret qu'il ne va pas révéler aux autres. Non, qu'il doit garder secret le plus longtemps possible. Voilà. Puisque de ce secret gardé, la cagnotte dont il dispose sera pas diminuée. Une cagnotte qui s'élève de 100 000 € à 1 million d'euros. Pour le gagnant, c'est ça? Encore. Sincèrement, non, je pas travaillé. Mais je vous jure, je ne sais pas encore. Non, je ne sais pas du tout. Mais 1 million d'euros, pourquoi pas, ou 100 000 €, je n'en sais rien. On annonce donc 12 à 15 participants. Est-ce qu'à chaque fois, ça va correspondre à des stéréotypes comme ça l'avait été pour le premier Loft? Alors, quand on a fait le Loft 1, le casting est devenu un stéréotype, c'est devenu le référent. Donc, c'était pas voulu, même s'il y avait a priori une bimbo, a priori, etc. Mais dans ce cas précis... Il n'y aura pas une petite bimbo, là? Écoutez, je réfléchis, non, non, personne qui ressemble à une bimbo. Non. Ah. Non. Ça, c'est pas bon pour le dimat. Pourquoi? Mais non, mais on peut faire beaucoup plus fort qu'une bimbo. 2 bimbos. Oh non, on peut faire plus fort encore.
Je présume, Benjamin, que vous avez quand même jeté un œil sur ce qui se passe à l'étranger aussi, dans la télé-réalité, les autres Big Brother qui sont montés par les chaînes. Est-ce qu'il y en a certaines émissions qui ont retenu votre attention particulièrement? Est-ce que vous inspirez de ce qui se passe à l'étranger ou pas? Je suis tombé sur Big Brother Africa. C'était plutôt amusant. Dans certains pays, ça va un peu trop loin. Ouais, alors par exemple, pour renouveler le genre, certains producteurs dans des pays à l'étranger n'hésitent pas. C'est le cas notamment à la télévision belge. Vous allez voir, c'est plus que trash. On regarde. Jeannie en Astrid worden afgezonderd van de groep omdat ze de regels overtraden bij de scheeropdracht. Als straf wordt Jeannie opgesloten in een kooi. Astrid, Evelien en Hanne staan al lange tijd op de buizenconstructie. De hitte en de elektroshocks worden ondraaglijk. Brother! Kom maar, we staan hier al een tijdje op, hè? Wel goed? Uit? Ze gaat flauw vallen. Ze gaat flauw vallen. Mannen, stop. Oh, ik haal dat. Wat je wisselen, moet ik er aan zetten. Als het niet gaat, moet het niet doen, hè? Nee, dat is geen. Sinon ga ik er naar. Als het niet gaat, dan gaat het niet. En de kop ik zal dan doorbijten, man. Oui, là, vous avez quand même choisi ce qu'il y a de pire, quand même. Bah, on ne sait pas encore, parce que le pire est peut-être à venir. Non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous le but premier, c'est de faire un programme qui va fédérer un maximum de personnes. On est plus là pour rigoler. On n'est pas 6 ans en arrière. Tout le débat sur l'enfermement, la captation 24-24, tout ça, je pense que c'est derrière nous. Et je suis absolument certain, et je m'engage même ici, à ce qu'il n'y ait pas ce genre de choses qui sont absolument sans intérêt. La programmation est prévue à 21h50. En fait, il y aura 2 primes à 20h50 et ensuite ce sera à 21h50. Ça, c'est très logique. On a tous fait la télé-réalité depuis 6 ans, M6 ou TF1. On sait depuis un moment que le prime qui repose pendant 2 heures sur le résumé de la semaine, etc., a du mal à fédérer un maximum de gens. Autant le kick-off, c'est-à-dire le début et le kick-out, la fin, a priori, on fera de l'audience. Mais après, c'est vrai que comme le programme est suivi massivement à 18 ou à 19 heures, en faire 2 heures toutes les semaines, c'est extrêmement contraignant. On n'a pas forcément la matière, et les gens, ce qui les intéresse avant tout, chaque semaine, c'est qui va se faire sortir de la maison. Donc c'est pas la peine de prendre des risques quand on peut se garantir, j'espère, un succès à 21h50, si c'est le cas, puisque vous êtes mieux renseigné que moi. On parle de votre autre actualité. Oui, c'est vrai. 1 contre 100, ça va continuer à la rentrée prochaine. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je C'est tourne un programme qui a fait ses preuves. C'est plus que ses preuves. Ouais. Dans ce cas-là, c'est plus que des preuves. Oui, Vrai succès, vous voulez dire. Je suis modeste, mais non, ça a très très bien marché. 29,2% de moyenne sur les 4 ans et plus. C'est bien. Voilà, et 40% sur la ménagère. Ouais, la fameuse ménagère, donc c'est très bien. On est très content. Je tourne déjà les émissions de la rentrée, là. Quant à Langue de Vip, finalement, l'émission est maintenue et vous en seriez le producteur. Oui, je serai producteur de Langue de Vip. Oui. D'accord. Donc vous avez tenu à récupérer cette émission? J'ai pas tenu, mais c'est très compliqué de coproduire. Et voilà, donc si ça continue, ce que j'espère, ce qui semble être le cas, je récupérerai la production en entier. D'accord. Et Langue de Vip était menacée à un moment, en fait? Était menacée par les gens qui parlent pour ne rien dire, oui. Ah bon, d'accord, mais ça n'a jamais été, en fait, dans les esprits pas que je de sache, personne. pareil, on doit être à 29 de moyenne et à... 29,8%. Voilà, et à 36 en ménagère. Donc tout va bien, ça. Si on faisait tous ces scores-là, on serait très heureux. Donc, mais il y a des gens dans le métier et de lancer des ragots. Voilà, qu'est-ce que j'y fasse? Et qui se réjouissent éventuellement de votre malheur. Donc... Enfin, il est relatif, votre malheur, parce qu'un contre-sens, ça marche très bien. Mais ces gens-là, ils se réjouissent parce qu'ils n'ont rien à manger. Oh, mais non, vous savez très bien. Non. Mais si. Mais moi, je lis pas les journaux. Mais ils écrivent pas, parce qu'ils savent pas écrire. D'accord. Très bien. La radio, Benjamin, aussi, ça c'est aussi une activité importante pour vous parce que vous y êtes tous les matins sur RTL2. À 6h, 9h tous les matins. Ça c'est très difficile, surtout quand on fait beaucoup de choses à côté. C'est vrai que les jours où il faut tourner un contresens, se lever le matin, passer au bureau, produire Langue de Vip, ça fait beaucoup. Donc j'espère obtenir de mes chers et tendres patrons... De changer d'horaire. Pas changer beaucoup d'horaire, mais de démarrer 1 heure plus tard. Je voudrais commencer à 7h pour avoir un semblant de nuit, parce que ça fait de très très longues journées quand même. Et si jamais vous n'obtenez pas satisfaction, c'est-à-dire si on vous dit c'est 6 heures et rien d'autre? Je crois que je serai obligé d'arrêter. Benjamin Castaldi, merci de votre visite sur le plateau de Plus Clair. On va revenir tout de suite en images à cette émission Qui veut gagner un rein avec Christelle Rebière. C'était diffusé hier soir sur la télévision néerlandaise.
En guise de rein, un gros mensonge, mais sous le vernis de la bonne cause. La manip était habile. C'est de l'exploitation cynique. Une opération de la dernière chance. Le monde entier s'est insurgé cette semaine contre le grand show du donneur, programmé sur la chaîne publique néerlandaise BNN. Est-ce que la télé-réalité est allée trop loin? Une femme de 37 ans, condamnée par une tumeur au cerveau, allait décider en direct de la personne qu'elle allait gratifier de son rein. Face à elle, 3 receveurs. En réalité, la donneuse était une actrice, mais les receveurs, eux, vivaient depuis des années une attente interminable. Vincent wacht nu al 13 lange jaren op een nier. En ondertussen takelt zijn lichaam steeds verder af. Certes, le grand show du donneur a défendu la cause du don d'organes durant 1h20, mais en affichant tous les codes de la télé-réalité façon Endemol. D'abord, Lisa effectue un premier tri des candidats receveurs. Sur 25, elle en garde 3. Eerste wat ik denk is misschien wat oudere mensen, die moeten misschien maar afvallen. Goed, de mensen zonder baan of die niet aan vrijwilligerswerk doen, die mogen nu afvallen. Des SMS pour aider Lisa à désigner le vainqueur. Des questions improbables. En zie jij haar nier al een beetje in jouw lichaam zitten? Voel je dat al? Ik denk dat ik hem wel goed weet te besteden. Une élimination. Esther Claire, het spijt me. Zo te zien alles redelijk onder controle. Dus daarom denk ik, die heeft er misschien het minst nodig. Et à la fin, un suspense insoutenable. De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun, is iemand die me heel erg geraakt heeft deze avond. En die persoon... Even wachten, Lisa. S'ensuit un laïus compassé sur le don d'organes, puis il dévoile le poteau rose. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. En Lisa, of moet ik zeggen Leonie, is een actrice. La bonne conscience est sauve, mais au fond, le plus grave, c'est que personne n'a imaginé que cette télé-réalité-là n'irait pas jusqu'au bout. On finit en musique quand les Vents passent donnent un concert devant la gare de Lyon. Ça donne un concert sauvage, c'est diffusé sur France 4. Et l'air de rien, c'est une sacrée organisation. Julien Dugast. Vos yeux ne vous jouent pas des tours, il s'agit bien du chanteur Didier Vampas, micro au point sous la pluie devant la gare de Lyon à Paris. Attention, il ne s'agit pas d'un happening improvisé, nous sommes sur le tournage d'une émission du service public. Depuis plus d'1 an, un programme ovniesque traverse une fois par mois l'antenne de France 4. Concert sauvage, c'est son nom. C'est un concert organisé dans un endroit improbable, un concept sauvage où évidemment on ne craint pas la police. On a toujours les autorisations quand même. Mais il n'y a que ça qui est préparé vraiment et dont on sait qu'on va pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on a l'autorisation, on sait qu'on va pouvoir être là ce jour-là et que les gens vont pouvoir chanter. Maintenant, voilà, comme aujourd'hui, ils flottent à mort, des caméras qui tombent en rate à cause de l'humidité, des plans qu'on peut pas faire, donc l'install a changé au dernier moment. C'est ça qui est excitant et difficile aussi, quoi. Et oui, les autorisations ne suffisent pas pour réussir un concert sauvage. Ingrédient indispensable, un groupe prêt à en découdre dans un lieu public. Aujourd'hui, ce sont les Vampas qui s'y collent. I'm a secret agent man, secret agent man, secret agent man. Bah oui, je vais n'importe où dans des trucs comme ça, un peu improvisé, c'est bien. C'était pas difficile de vous convaincre, quoi. Ah bah non. Les Vampas qui n'ont que faire de la pluie, tout comme Monsieur Dick Rivers qui, en attendant de les rejoindre pour un morceau, patiente tranquille. Je viens chanter une œuvre incommensurable avec mes amis Vampas. Voilà. Putain, c'est rock'n'roll, hein? Didier Vampas s'éclate pendant que les équipes techniques luttent contre la pluie en tentant de ne rien louper. Petit tremblement de terre, Vince, maintenant, la grue. Ouais, Vince, la grue, bah. Attention, Vince, c'est toi, maintenant, Vince. La principale difficulté, c'est ce qu'on veut en faire et donc c'est d'essayer de capter tout ce qui est intéressant autour de la scène et sur la scène en laissant une liberté totale aux gens qui chantent. J'ai des cadreurs lâchés, j'ai une grue qui peut me suivre aussi, mais c'est l'intérêt, c'est que moi je me batte pour le suivre et que lui soit dans une liberté sauvage. Ça, c'est sûr qu'il est libre, hein, Didier. 15 caméras sont utilisées, 4 sont mélangées en direct pendant le concert, le reste du travail se fait pendant les 8 jours de montage. C'est rock'n'roll. C'est génial comme expérience, c'est vraiment génial. C'est un concert, t'es toujours à la scène, les gens devant, t'es un peu limité, tu peux pas trop faire. Alors que là, c'est la liberté totale. Ouais, c'est encore mieux qu'un festival. Sauf au début,
le fil du micro qui était attaché, c'est pas terrible. Mais on l'a enlevé vite fait, donc... Ouais, c'est exceptionnel de pouvoir se retrouver au milieu de la route. Ah ouais, c'est génial. Chanter au milieu de la route, non, c'est génial. Au revoir, mesdames. Vous arrivez à Paris? Les concerts sauvages, c'est une fois par mois sur France 4. Pour les ventes passent en intégralité. Rendez-vous le 21 juin à 19h40. En attendant, des bisous. Au revoir tout le monde. C'est ça, rock'n'roll. Voilà, c'est la fin de Plus Clair. La semaine prochaine, c'est rugby sur Canal+, 14h non-stop pour la dernière journée du Top 14. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours à Monte-Carlo pour une émission spéciale série américaine avec les stars de Prison Break, de Lost, de Grey's Anatomy et encore plus. J'en ai de la chance, vous aussi. Dans un instant, l'Hebdo Cinéma. Salut et très bon week-end.